Bonjour à tous. Bienvenue au Dôme. Est-ce que certains sont déjà venus? Levez la main, on ne va pas le faire. Voilà, je préfère, merci. Alors, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Alors, pour une première fois pour certains, peut-être pour une seconde fois pour les autres. Aujourd'hui a lieu la 3e rencontre Grand Témoin que nous organisons chaque année. Donc, merci d'ailleurs à la région Normandie et au rectorat des académies de Caen et de Rouen de nous faire confiance dans le choix des thématiques. Puisque, par exemple, en novembre, on parlait de textiles innovants. En février, nous étions sur le cadre de l'énergie, plutôt sur l'hydrogène, donc la transition énergétique. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler plutôt archéologie. Alors, c'est peut-être un sujet qui vous parle ou pas. Vous allez découvrir des choses, ça va être la surprise. Et du coup, nous avons invité Cyril Marcini. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. Donc, enseignant-chercheur à l'INRAP, donc Institut national de recherche archéologique préventive de Caen. Et la mission aujourd'hui, ce serait éventuellement de parler archéologie, mais histoire, et mélanger aussi avec ce thème peut-être inattendu en archéologie, la réalité virtuelle. Est-ce que tu relèves ce défi? Oui, c'est assez bien défini, c'est les 3 choses qu'on va voir. Super. Alors, vous allez voir, vous n'allez pas être inactifs. Vous avez tous des petites feuilles dans les mains, puisqu'en fait, on va vous demander votre avis. Le but, alors peut-être que certains du coup qui étaient venus avaient déjà participé à une rencontre, vous connaissez le principe. Le but, en fait, c'est de venir vous poser des questions et vous allez pouvoir répondre. Donc avec une feuille, donc il y a 4 couleurs d'un côté. De l'autre côté, vous pouvez retourner, vous avez 4 lettres. Quand vous répondez à une question, si vous choisissez par exemple la lettre A, eh bien la lettre A, elle doit se trouver en bas et de façon lisible. Est-ce que ça marche pour tout le monde? C'est-à-dire que de l'autre côté, finalement, voilà, je dois avoir un vert en haut à gauche qui s'affiche. Parfait. Vous tournez pour me faire la lettre B? Ouais, la lettre C? Voilà, la lettre D. Et vous me tournez vers les images, enfin vers les couleurs vers moi et pas les lettres, d'accord? Ok, ça marche. Alors, le but de ce petit quiz, eh bien, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Votard et qui va permettre en fait d'enregistrer tous vos éléments de réponse. Donc, j'ai mon collègue, fais coucou Stéphane, qui va venir faire une photo. Il faudra diriger la feuille vers l'appareil de sa caméra pour que du coup la photo soit enregistrée. On le fera tous ensemble et on fera un 3-2-1, je pense, à chaque fois. Ça te va? Alors, pour savoir déjà si vous avez un petit peu compris, on va poser une question. On a parlé d'archéologie, donc tu es archéologue. Oui. Et justement, en fait, j'aimerais savoir pour le public, c'est quoi un archéologue? Donc peut-être première question, si tu veux bien passer cette image. Donc pour vous, un archéologue, c'est quoi? Donc réponse A, c'est un gars qui perd jamais son chapeau dans n'importe quelle condition. Un peu comme Indiana Jones. Réponse B, c'est un gars qui a une baguette de sourcier, qui se balade peut-être en forêt et qui essaie de trouver des mystères. Réponse C, c'est un gars qui aime bien raconter des histoires qui font un peu peur. Si vous avez la référence, hein. La petite griffe de Vélociraptor, et qui du coup permet de raconter l'histoire. Et réponse D, c'est un gars en fait normal qui travaille sur le terrain et parfois donne des cours ou éventuellement travaille dans un bureau. Alors, allez-y pour les votes. Donc vous savez tourner la feuille pour pouvoir lire la lettre. Stéphane, tu es prêt? Donc vous orientez la feuille vers Stéphane. Donc 3, 2, 1. Voilà. Alors peut-être que tu peux déjà nous dire un petit peu ce que tu en penses? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse entre les 4. Il y a un petit peu de tout ça. En archéologie, on n'a pas de chapeau, mais par contre, on est de plus en plus obligé de porter des équipements de sécurité, et en particulier un casque. Pour la réponse B, on n'a plus de baguette de sourcier depuis très longtemps, mais par contre, on a plein de nouveaux outils qui nous permettent de faire de la détection aussi sans rentrer dans le sol, et on en verra quelques-unes de ces méthodes au cours des 2 heures qui vont venir. Pour ce qui est de raconter des histoires, c'est aussi un des travaux de l'archéologue, puisqu'on est censé créer un récit à partir des découvertes archéologiques. On essaye de limiter le côté effrayant, mais ça peut arriver. Et pour ce qui est de la D, oui, on est à la fois sur le terrain, en laboratoire, pour certains donnent des cours. Donc oui, on a un petit peu de tout ça quand on est archéologue. Ok. Du coup, je te laisse présenter quelques petits slides que tu nous avais préparés sur ce fameux métier d'archéologie. Ouais, donc moi, je vais vous présenter
Deux choses. Je vais vous parler un peu du métier d'archéologue en introduction, mais je vais surtout vous parler d'un programme de recherche qu'on développe en Normandie depuis maintenant 4 ans, avec toute une équipe. On est plusieurs chercheurs. Il y a en particulier Laurent Dujardin qui est co-responsable de l'opération. Il y a des collègues de Toulouse, de Strasbourg et de Caen. Un programme qui porte sur l'archéologie très récente, l'archéologie des conflits récents de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'étude d'un site qui s'appelle la Brasserie Saint ou la carrière refuge de la Brasserie Saint à Fleury-sur-Orne, donc tout près d'ici. Et on va voir un peu en détail ce qu'on fait sur ce site. Avant de commencer à parler de ce site, on va discuter d'archéologie, que vous ayez un peu les éléments de langage par rapport à ce que recouvre ce métier, cette science. Donc on verra que c'est bien entendu rechercher des objets, mais par objet on entend à peu près tout maintenant. Vous verrez que c'est très divers. Il y a des matériaux classiques, comme ceux que vous avez en main par exemple, des objets en plastique, en fer, en céramique, en ce que vous voulez. Mais il y a aussi tous les biomatériaux qu'on oublie souvent. Ça va des graines en passant par les pollens, on verra d'autres exemples. Donc on recherche des objets et des structures, donc toutes les fausses, tous les éléments qui contiennent ces objets. On essaie de faire parler tout ça. Si on veut synthétiser ce qu'est l'archéologie en une grande phrase, c'est l'archéologie, c'est la science qui étudie et reconstitue le passé à partir des vestiges matériels, donc ça repose beaucoup sur le matériel, et les traces laissées par les sociétés anciennes, donc les structures. Donc on retrouve les deux éléments dont je vous parlais, à la fois les matériaux et biomatériaux et les structures. Donc un chantier archéologique, ça se passe comment ? Donc contrairement à l'image qu'on a un peu comme ça naturellement lorsqu'on parle d'archéologie, on ne commence pas du tout avec des pinceaux ni avec des tout petits objets, on commence avec des pelles mécaniques la plupart du temps. C'est un gain de temps énorme et c'est aussi un gain pour le corps des archéologues. L'idée c'est donc d'enlever tous les niveaux qui sont perturbés pour atteindre les niveaux archéologiques. Donc la pelle mécanique c'est un des outils utilisés par les archéologues, contrairement à ce qu'on peut penser bien souvent. Autre travail de l'archéologue, c'est comprendre la stratigraphie, comment sont constituées les couches de terrain, comment elles se superposent dans le temps. Donc quand on fait de l'archéologie, on parle beaucoup de couches ou d'unités stratigraphiques. En tout cas, ces éléments sédimentaires, ces apports de terre qui sont faits au fur et à mesure du temps, qui ont été perturbés ou pas, qui ont été recoupés ou pas par des structures, c'est un peu la base du travail, bien plus encore que le matériel qu'on trouve à l'intérieur. Donc on fait appel à des sciences connexes pour ça. Il y a des géomorphologues, des géologues, plein de gens hog qui rejoignent l'archéologue sur le terrain pour étudier tout ça. La stratigraphie, pour faire simple, c'est ça. En gros, les couches se sont succédées dans le temps et en fonction des objets qu'on retrouve dans ces couches, on arrive à les dater avec plus ou moins de précision et on arrive comme ça à avoir une sorte de chronologie du terrain et ça va nous permettre de dater au plus près les structures qu'on trouvera en phase avec ces différentes couches archéologiques. Donc c'est assez essentiel. Autre élément, ce que je vous indiquais tout à l'heure, sont les structures. Donc par structure archéologique, on entend tous les éléments qui viennent perturber justement cette stratigraphie, ces couches archéologiques qui se mettent naturellement en place. Donc il peut s'agir de trous dans le sol, tout bêtement, de fosses qui peuvent contenir des choses qui parlent tout de suite, comme par exemple ici un squelette, donc on sait qu'on est face à une tombe, mais bien souvent on trouve des trous qui ne nous parlent pas plus que ça, qu'on essaye de faire parler, on essaie de leur attribuer une fonction. Je ne vais pas vous détailler ici, mais voilà, il y a plein de types de trous possibles, dont les fondations, par exemple, des bâtiments, soit bâtiments en bois avec des trous de poteaux pour tenir les superstructures des bâtiments, soit fondations pour contenir des murs, comme ce que vous voyez sur la photo à droite, qui est une fondation de bâtiment. Donc tout ça, ce sont les structures archéologiques. Il y a encore bien d'autres choses, bien entendu, sous ce vocable de structure archéologique. Pour fouiller, les outils de l'archéologue, ils sont assez simples au final. En tout cas, pour vraiment toucher la terre, parce qu'il y a d'autres méthodes qu'on évoquera tout à l'heure qui sont moins introspectives. Donc la truelle, c'est l'outil de l'archéologue qu'on a souvent en tête, pioche, pelle, balai, pinceau, l'aspirateur, le seau, tous les objets du quotidien qu'on a réutilisés pour pouvoir fouiller au mieux les fameuses structures archéologiques que j'évoquais. Autre élément essentiel du chantier archéologique, c'est le relevé. La fouille archéologique, elle a un vrai problème, c'est qu'elle détruit. En fait, à partir du moment où on va fouiller un site archéologique, on va le détruire pour pouvoir le comprendre, on va le démonter. Donc il ne restera rien derrière l'archéologue.
Donc on se doit d'enregistrer tout ce qu'on trouve, de constituer un dossier iconographique complet avec des relevés très précis, le plus précis possible. Pour cela, on fait appel à différentes sciences, en particulier la topographie. Donc on a des topographes archéologues qui sont rattachés sur tous les chantiers, qui sont là pour faire les levées, pour dessiner, pour mettre en plan tout ce qui est trouvé par les archéologues, aussi bien les structures que les matériaux ou les biomatériaux, donc que j'évoquais toujours au début. Autre archéologue, autre métier de l'archéologue, c'est le dessinateur. Toujours dans la même idée de renseigner au mieux les données et de laisser des archives pour les générations futures. On a des dessinateurs sur le terrain qui vont relever précisément en dessin les structures archéologiques, les murs, les aplats de mobilier, les couches archéologiques. Tous ces éléments-là vont être dessinés. Et parallèle à ce travail de dessin, pour que la documentation brute puisse être analysée par les générations à venir, qui seront forcément mieux que nous, meilleures que nous en archéologie, on fait aussi un enregistrement photographique le plus précis possible, puisque le dessin va être forcément interprété par l'archéologue. On pourra toujours comparer avec des photos qui seront plus fidèles à ce qui a été vu sur le terrain. Pour pouvoir faire ces enregistrements de différentes natures, là aussi le matériel il est hyper classique. Pour ce qui est de topographier le terrain, on fait appel à des théodolites, des niveaux de chantier, les appareils photo, bien entendu pour les photos, le matériel de dessin nécessaire. Et à côté de ces outils, il y a les nouveaux outils qu'on va voir tout à l'heure, tels que la lasergrammétrie, le scan 3D, plein d'autres méthodes qu'on peut utiliser maintenant pour enregistrer au mieux les structures archéologiques et même pouvoir travailler dessus après le chantier en laboratoire. Autre élément du chantier, c'est les vestiges. Donc je vous disais qu'on avait les structures et les matériaux. Et ben les matériaux, on est censé les prélever aussi. On verra que ce n'est pas tout le temps le cas, puisque l'exemple de Fleury-sur-Orne, justement, on ne prélève pas les vestiges, on laisse tout sur place. Mais la plupart du temps, on prélève les vestiges, on les ramasse, on les conditionne, on les enregistre sur place et on va les amener en laboratoire pour pouvoir les analyser. Quelques exemples de ce travail en laboratoire, du terrain jusqu'au laboratoire. Donc vous avez ici sur le terrain le démontage de plein de céramiques qui sont conditionnées dans une structure archéologique, un fossé. L'ensemble va être mis en sac, identifié avec le numéro de la structure, le numéro de la couche, etc. Ça va partir au laboratoire où on va laver le matériel, le recoller, l'étudier précisément et en faire des dessins. Là aussi, on a le même processus que sur le terrain, mais en laboratoire. Sachant qu'avec le mobilier, par exemple ici j'ai retenu le mobilier céramique parce que je préfère le mobilier céramique, tout simplement, mais avec le mobilier céramique on va pouvoir l'interroger de plusieurs façons. La datation bien entendu, mais aussi la fonction de ces vases, les échanges, enfin voilà, on peut tirer plein de choses, dérouler plein de fils à partir d'éléments qui peuvent paraître comme ça un peu anodins et ténus. À côté de ce mobilier céramique, bien entendu, on a plein d'autres mobiliers. Je vous mets que quelques images comme ça. D'abord parce qu'elles sont jolies et puis parce que ça illustre un petit peu tout ce qu'on peut trouver en archéologie. Donc mes petits vases ici, les objets un peu plus précieux en métaux, que ce soit les monnaies, les objets de parure, quelques outils. Ici de l'armement, ici des matériaux qui sont un peu similaires. En fait, on a des palettes à phare et des épingles qui peuvent être aussi bien en bronze, en fer ou en os. Donc plein de choses. Qui constituent ces fameux matériaux qu'on va étudier dans le détail et qui vont nous permettre de renseigner plein de choses sur le statut du site, sa fonction bien entendu, la nature des occupations, le statut des gens qui étaient sur place, est-ce qu'ils sont riches, pas riches, etc. Et les échanges commerciaux qui ont pu se faire à telle ou telle époque. À côté de ces matériaux ici qui sont ceux de la culture matérielle, on a tous les biomatériaux que j'évoquais tout à l'heure. Et par biomatériaux, là, on peut aller maintenant très loin parce qu'on a tous les outils pour aller vraiment dans le détail des analyses. Donc, ça va de choses un peu grossières comme l'archéozoologie, donc l'étude de la faune, des os, qui va nous permettre de renseigner les consommations des gens, les animaux qui étaient chassés ou pas, l'élevage, etc. Mais aussi l'anthracologie, l'étude des charbons de bois.
qui peut nous renseigner sur plein de choses, les choix en matière d'essence végétale prélevée, le stress environnemental autour d'un site, enfin plein d'éléments qui nous renseignent sur l'environnement d'une manière générale. Pour aller encore plus dans le détail, dans l'étude environnementale, on a les pollens qui sont conservés dans les sédiments. De plus en plus, on ramène maintenant les sédiments en laboratoire, on va tamiser ces terres, on va les étudier au microscope de manière à récupérer le moindre petit élément à l'intérieur, un pollen, phytolite et bien d'autres éléments encore, jusqu'à identifier les indices malacologiques. C'est ce que vous voyez ici en haut. C'est l'étude des escargots. Quand on regarde bien la terre, n'importe où, vous verrez des petits points blancs, ce sont des restes d'escargots. Ces escargots, ils peuvent paraître aussi complètement anodins, mais avec ça, on peut connaître plein de choses sur l'état de la végétation. Est-ce que c'est une végétation dense, pas dense? Est-ce qu'on est en contexte humide, pas humide? On peut faire de la climato avec, de savoir quel était le climat sur telle ou telle phase d'occupation. Donc voilà, tous ces petits éléments-là, en fait, ils deviennent bien plus précieux que le matériel archéologique classique, celui qu'on trouve dans les musées, parce qu'il nous renseigne vraiment sur énormément de données. C'est ce que Joël Burnouf appelait les invisibles de l'histoire, mais qui sont maintenant vraiment à la base de notre travail d'archéologue. L'idée, c'est quand même pas d'étudier tout ça de façon déconnectée. Alors, en archéologie, on a un but, c'est de reconstituer une seule histoire. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la réponse A, C ou D, je ne sais plus. Voilà. Nous, on cherche à raconter une histoire qui regroupe tout ça. Pendant très longtemps, l'archéologue était un petit peu isolé des autres sciences utilisées en archéologie. On avait tendance à tout mettre les études les unes à côté des autres, sans essayer de regrouper l'ensemble. Maintenant, l'archéologue, ça aurait pu figurer aussi dans l'image, c'est plutôt un chef d'orchestre. Il va contacter tous les spécialistes, les réunir sur un chantier, de manière à restituer son histoire avec le climat, l'environnement, les relations de l'homme avec le milieu, avec la société de l'époque. Donc l'idée, c'est vraiment le checker, ce que vous voyez ici. C'est pas uniquement pour faire un petit peu art science. L'idée, c'est vraiment de tout mettre dans un seul tuyau, de tout secouer, pour qu'à la fin, on ait une seule image qui plaise à tout le monde, à tous les différents spécialistes qui sont réunis autour d'un chantier. L'archéologie aussi, elle est très diverse, très présente. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu maintenant, mais quand un peu partout, maintenant, il y a des fouilles archéologiques, beaucoup plus qu'avant. C'est une science qui a explosé ces 10 dernières années, en lien avec des choix politiques qui ont été faits au niveau européen, où chaque pays qui a signé à la Convention de Malte est censé intégrer la sauvegarde de son patrimoine enfoui dans les travaux. Et donc maintenant, il n'est pas rare de rencontrer en ville ou à la campagne des archéologues au travail, avec des chantiers de toute nature. Voilà, je vous ai mis quelques images comme ça. Ici, c'est un chantier sur un tramway. Ici, c'est un chantier en préhistoire à côté du Mans. Ça, c'est Flers. Ici, on est à Rennes. Enfin, voilà, il y a plein de chantiers et plein de choses différentes qui sont étudiées. Donc, c'est vraiment très, très divers. Autre nouveauté en archéologie, quand on pense archéologie, on pense surtout aux périodes un peu anciennes. Et dorénavant, l'archéologie, elle va s'attaquer aux périodes même les plus récentes, même à l'actuel. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ce qui s'est passé hier ou avant-hier. C'est un domaine de recherche qui est en train de se développer. Plus généralement, maintenant, la borne qui est fixée pour l'archéologie, c'est l'époque des derniers grands conflits. Les fouilles les plus récentes sont celles les plus récentes. Sur les périodes les plus récentes, sont celles qui ont été menées en Yougoslavie, sur les charniers yougoslaves de l'ex-Yougoslavie. Donc voilà, maintenant on touche vraiment des périodes très 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 récentes, et l'exemple qu'on va voir ici, c'est récent puisque c'est 1944. Donc en fait, cette archéologie contemporaine et cette archéologie des conflits contemporains, c'est vraiment un nouveau champ de la recherche archéologique qui a été ouvert il y a très peu de temps, il y a 5 ans, à l'occasion d'un discours du ministère de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, qui a annoncé que dorénavant, les conflits contemporains rentraient dans le champ de l'archéologie et devaient être sauvegardés au même titre que les choses plus anciennes, telles que la préhistoire ou l'époque romaine. Donc il y a quelques soucis, bien entendu, avec ce nouveau champ de recherche, parce qu'on a des interlocuteurs qui sont très très différents. D'habitude, quand on est archéologue et qu'on travaille sur les périodes un peu anciennes, on est un peu tranquille. On a les spécialistes avec qui on travaille et ça va. Mais on n'a pas de témoins directs. On a peu de relations avec la société lorsqu'on travaille. Là, c'est très différent en travaillant sur les conflits contemporains.
on se retrouve à monter des projets communs avec d'autres formes de spécialistes, tels que les historiens, bien entendu, mais aussi tous ceux qui sont détenteurs de la mémoire vive, les combattants, les civils, on le verra par exemple pour la carrière que je vais vous présenter, les associations, et aussi la forensique archéologique qui a été très développée par les archéologues étrangers, qui ne se développent pas assez en France, mais qui est de l'archéologie médico-légale, qui se développe un petit peu en gendarmerie, mais qui n'est pas encore tellement intégrée dans le discours archéologique. Toute cette archéologie un peu récente, elle ne vise pas bien entendu à bouleverser l'histoire telle qu'on la connaît actuellement, mais elle permet de mettre en lumière une autre façon de raconter l'histoire avec des éléments beaucoup plus ténus, beaucoup plus en phase avec le quotidien des gens. Justement, en parlant de quotidien, peut-être que... Alors, certains, vous venez pas tous du même endroit. Il y a des élèves de Domfront, de l'Orne, qui font coucou, ils sont tous devant. Il y a des élèves également de Bayeux, qui viennent du Calvados, qui sont de l'autre côté. Ensuite, on a des élèves qui viennent de... Alors, c'est Lieury, Loudon, Saint-Pierre-sur-Dive. On ne sait jamais trop quelle ville. Ils sont arrivés nombreux aussi. Et puis une autre ville aussi, Dives-sur-Mer, qui sont également présentes dans la salle. Alors, vous avez peut-être des jardins chez vous ou des moments où vous avez creusé. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais à votre âge, je faisais du jardinage avec mes parents et je faisais forcément des trous. Et des fois, je tombais sur des objets un petit peu anecdotiques et je me suis jamais dit ça raconte une histoire. Est-ce que ça fait partie de l'histoire ou est-ce que c'est un objet de l'archéologie? Est-ce que certains ont déjà trouvé des objets qui font peut-être référence à la guerre qui a eu lieu ici? Est-ce que certains ont déjà découvert des objets comme ça? Ouais, levez la main. D'accord, ok. Ou des ossements un peu bizarres, où on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, d'accord. Et d'autres objets insolites où on n'arrive pas forcément à dater ces objets? Certains ont découvert ou pas? Ouais, d'accord, donc quelques-uns. Du coup, l'idée, c'est vraiment, voilà, comme justement, je sais que tu parlais de sources, quand on découvre ces objets, comment on fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut savoir? Alors, chaque objet est datant. Si vous les trouvez en creusant en surface, les terres généralement de surface sont assez mélangées, donc il y a plein d'époques mélangées les unes à côté des autres. Mais alors tout ce qui est objet de faune, c'est difficile à dater comme ça à l'œil nu. Il y a des méthodes, comme le radiocarbone, bien entendu, que vous connaissez sûrement. Par contre, tous les éléments céramiques que vous trouvez sont datables, plus ou moins, donc il y a possibilité de toucher à l'histoire assez facilement, en fait, et à l'archéologie assez facilement. Après, il ne faut pas trop creuser dans le sol. Parce que le sous-sol, ça appartient à l'archéologie. Voilà, à partir du moment où on va rentrer trop profondément dans le sol, on va bouleverser des couches archéologiques. Et si on est sur un site archéologique, on va forcément l'abîmer, quoi. Voilà. C'est le problème, par exemple. Du coup, ce serait combien de mètres où il ne faudrait pas dépasser pour pas abîmer? C'est extrêmement variable, puisque si on parle des terres agricoles ici, il y a 40 cm de bouleversé, mais quand on est en dessous, on est sur des niveaux en place. Mais dans le Bessin, par exemple, où il y a eu très peu de labour dans certains secteurs, dès qu'on enlève l'herbe, en dessous, c'est en place. Donc voilà, on est rapidement sur des couches archéologiques. Et il ne faut pas casser l'archéologie. Donc, pour en revenir à l'archéologie des conflits contemporains, l'objet principal, c'est l'intérêt en fait de cette archéologie, et c'est un vrai questionnement puisqu'en fait on a affaire à des historiens qui maîtrisent complètement le dossier, et on est en droit de se demander si cette archéologie sert à quelque chose. Voilà, l'archéologie est censée quand même apporter des éléments pour monter une histoire, et est-ce que cette histoire elle n'est pas ultra connue, celle du débarquement par exemple, ou des événements qui ont suivi. Donc ça pose la question de ce qui est déjà existant en matière de sources documentaires, et en particulier sources archivistiques du coup pour la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a énormément de sources déjà disponibles et qui peuvent être étudiées par les historiens, des photographies, des journaux de marche, des romans, des enregistrements sonores, des vidéos, enfin il y a plein de choses qui sont à disposition. Ce sont les sources classiques, et on peut se demander quand même si elles sont tout le temps très très fiables par rapport à certains domaines de l'histoire, et on y reviendra aussi.
À côté de ces sources classiques, archivistiques, l'archéologue va apporter d'autres sources qui sont assez différentes, qui pour ma part, je pense, sont très complémentaires. C'est ce que Pierre-Jean Trombetta appelait les sources involontaires, sincères et quotidiennes. C'est-à-dire, contrairement aux sources archivistiques, qui sont souvent des sources un peu orientées, voilà, la scène que vous voyez ici, par exemple, dans une carrière refuge, justement, est entièrement mise en scène par le photographe. Donc, ce n'est pas une source fiable au sens strict. Il y a des éléments qui peuvent être tirés, mais il faut avoir un regard critique et se rendre compte que ce n'est pas vraiment le quotidien vécu par les civils. Les journaux de marche des soldats alliés, après le débarquement, oblitèrent beaucoup de choses, de différentes natures. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. En tout cas, ces sources archivistiques, elles doivent être étudiées, mais il faut garder une distance un peu critique et savoir qu'elles peuvent être orientées par telle ou telle personne. Les sources archéologiques, elles sont souvent un peu plus fiables, mais incomplètes, parce qu'en fait, ce qu'on va trouver, c'est des choses qui sont perdues, qui sont oubliées par les gens, donc pas des choses qui sont orientées. Sur un travail comme celui qu'on mène à Fleury, bien entendu, il faut confronter tout le temps les deux, et c'est ces deux sources qui permettent vraiment de créer une histoire fiable. Les questions qui sous-tendent ce travail sont multiples, j'en ai retenu 3 qui synthétisent un peu tout. En gros, lorsqu'on fait de l'archéologie des conflits contemporains, on doit se demander si cette science est un moyen d'investigation valide lorsqu'il y a énormément de sources écrites. C'est une question essentielle. Ça oblige à travailler sur certains champs de la recherche en matière de conflits contemporains. Il y a des parties de l'histoire contemporaine qui ne méritent pas d'être développées en matière archéologique, je pense, alors que d'autres apportent vraiment des choses. Ça renvoie à ce qu'est l'offre archéologique. Est-ce que l'offre archéologique est intéressante pour créer de l'histoire complémentaire pour l'historien? Et enfin, il faut se renseigner. Il faut avoir en tête les sources d'erreurs potentielles, aussi bien sur les données archivistiques que sur les données archéologiques, parce que si elles sont moins orientées, elles font l'objet d'interprétations archéologiques, et une interprétation d'archéologue, elle n'est pas forcément valide à 100%, ça reste une interprétation, et donc elle est sujette à caution. Cette archéologie, elle doit aussi avoir différents champs d'intérêt, et elle doit renseigner tous ces champs. Elle doit préserver un matériel fragile. On verra sur l'exemple de la carrière de Fleury, par exemple, les objets sont en train de disparaître. Donc c'est une archéologie qui va permettre de saisir à un moment M les données et de les enregistrer complètement. C'est un intérêt patrimonial. On va pouvoir documenter des moments qui sont non renseignés. Dans le cas des carrières civiles dont je vais vous présenter les travaux, on a très très peu de sources par rapport à d'autres domaines de l'archéologie contemporaine. Le regard critique sur les sources, que j'ai déjà évoqué, avec un intérêt méthodologique derrière. Les données qu'on va étudier sur 1944 sont des données qu'on peut mesurer dans le temps précisément, et donc ça va pouvoir apporter des éléments pour aller vers des découvertes plus anciennes et les interpréter différemment à travers ces résultats. Et puis le devoir de mémoire qui est toujours sous-jacent lorsqu'on travaille sur les conflits contemporains, en particulier lorsqu'on travaille sur les corps, puisque en matière d'archéologie des conflits contemporains, on travaille aussi sur les charniers par exemple, ou sur des fosses de massacre, ou sur des corps de soldats abandonnés, des fois même minés. Donc voilà, il y a ce devoir de mémoire, on doit essayer de retrouver des choses que je ne vous présenterai pas ici, mais lorsqu'on fouille un charnier de la Seconde Guerre mondiale, on essaye via l'ADN de retrouver les familles et de réinhumer les gens, ce qu'on ne fait pas forcément pour des gens de la préhistoire. Donc on doit, à travers cette archéologie, avoir une sorte de liste de choses qui doivent être faites correctement. Donc le fait de constituer de nouvelles sources, produire forcément un discours historique, sachant que ce discours historique sera pour partie en dehors de l'histoire officielle, sinon c'est pas vraiment la peine. Un des domaines qui doit être étudié en matière d'archéologie des conflits récents, c'est la vie quotidienne. C'est le plus simple, je trouve, à toucher pour les archéologues. Et produire des outils méthodologiques, c'est ce qu'on fait essentiellement dans la carrière SAIN. Donc ça renvoie à des travaux faits en particulier par les Américains sur la garbage archéologie, l'archéologie des poubelles.
ou sur les analyses régressives, ou sur la modélisation taphonomique. L'archéologie des poubelles, c'est quelque chose d'essentiel, parce que je ne vous avais pas parlé en introduction, mais l'archéologue, en fait, sa matière première, c'est les poubelles. Hein. Voilà, ce qu'on étudie, c'est avant tout des poubelles laissées par des gens, hein, et c'est dans ces poubelles qu'on va arriver à avoir des éléments pour trouver un récit historique. Donc c'est fort de ces données, hein, qu'on a lancé un programme en 2015 sur la carrière Saint. Hein. Donc la carrière Saint, c'est une carrière refuge utilisée en juin 1944. Hein. C'est une carrière comme plein d'autres, hein, qui était ouverte autour de Caen, hein. Mais celle-là a un intérêt particulier parce que les matériaux sont très bien conservés à l'intérieur. On en verra des exemples tout à l'heure. Et l'idée, c'était vraiment de répondre au questionnement principal qui était: est-ce que l'archéologie est utile pour renseigner l'histoire des conflits contemporains, ce que je vous ai indiqué durant les diapos qui précèdent. Donc, au-delà de ce travail en lien avec l'histoire, hein, le type de recherche qu'on développe à Refuge 44 permet d'aller vers d'autres problématiques, hein, beaucoup plus méthodologiques, hein, que je n'évoquerai pas ici dans le détail, mais qui sont hyper importantes pour les archéologues. Hein. D'abord, travailler sur les comportements entre le vestige et le temps, sur l'érosion de l'information. Ici, on peut le quantifier précisément. On sait ce qu'on perd en termes d'information, on sait ce qu'on perd en termes de mobilier. Je pense que j'en parlerai tout à l'heure. La fouille qu'on a menée va devenir un observatoire, en fait, pour la perte de données. C'est un site sur lequel on va revenir régulièrement, tous les 5 ans dans un premier temps, puis tous les 10 ans, de manière à calculer d'année en année combien on perd d'éléments archéologiques. Hein. Ça permet aussi de travailler sur le comportement des populations réfugiées en milieu confiné, hein, qui est aussi quelque chose de très important en matière d'archéologie, en particulier préhistorique. Hein. On a l'utilisation des grottes, hein, durant la préhistoire récente, hein, au néolithique, à l'âge du bronze. Hein. Généralement, on attribue ces occupations en grottes, on les interprète comme des sanctuaires, des choses comme ça. Et en fait, sur un site comme Refuge 44, on se rend compte qu'on a les mêmes comportements que dans les sanctuaires, entre guillemets, de la préhistoire. Et avec cette fouille, on revient complètement sur les interprétations qu'on avait en matière archéologique sur ces fameux sanctuaires souterrains de la préhistoire et de la protohistoire, hein, où on pense de plus en plus que maintenant on a affaire à des réfugiés déjà à l'époque, hein, en lien avec des conflits qui datent de moins 4000 et de moins 1000 avant notre ère. Ensuite, on va pouvoir, à Fleury-sur-Orne, faire un travail, hein, que je ne développerai pas ici, qui est de comparer des familles ethnologiques différentes en 1944. C'est-à-dire qu'au-dessus de la carrière que je vais vous présenter, on a fouillé 20 hectares de sites archéologiques avec de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va pouvoir comparer les populations au-dessus de la carrière, en dessous de la carrière, travailler sur les corpus de mobilier, etc., sur un calendrier qui est strictement similaire au jour le jour. Donc, c'est des choses qui vont aussi apporter des données pour étudier les populations plus anciennes. Et il y a sûrement bien d'autres développements qu'on n'a pas encore découverts autour de ce site. Alors, justement, du coup, 1944, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, peut-être que vous avez de la famille, en fait, qui vous a raconté cette histoire. Peut-être qu'il faisait partie des militaires, ou alors peut-être c'était simplement des civils. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vrai à Fleury-sur-Orne? Donc d'après vous, on aimerait bien vous interroger là-dessus. Est-ce que ça ressemble, à quoi ça ressemblerait? Du coup, les conditions de vie des habitants en ville, puisque Fleury-sur-Orne, certains connaissent Fleury-sur-Orne, à part ceux qui sont allés jeter un œil il n'y a pas longtemps. Donc justement, c'est une ville, hein. Donc il y a quelques années, c'était aussi une ville, mais à quoi ça ressemblerait à ce moment-là? Et surtout, au moment des bombardements de juin 1944. Alors, réponse A, est-ce que vous pensez qu'il y a une prédominance, il y a énormément de bruit? Réponse B, ce seraient des gens qui s'enfuient partout sur les routes. Réponse C, des gens qui se protègent dans des trous sous terre. Ou réponse D, des gens qui meurent sous l'effondrement des immeubles. Alors, je sais que vous ne connaissez pas forcément à quoi ressemblait la ville, mais à votre avis, pour vous, en fait, ça ressemblerait à quoi s'il fallait en garder qu'une des 4? Alors, à vos votes. 3, 2, 1. C'est bon, c'est appuyé, c'est dans la boîte. Merci, on va voir ça. Donc là encore, il n'y a pas une seule réponse, hein. En fait, les 4, elles racontent un peu l'histoire de Caen. Alors pour eux, quand même, il y a beaucoup de personnes qui se protègent dans des trous sous terre. Ouais. C'est l'aboutissement du A. En fait, à mon avis, dans un premier temps, il y avait beaucoup de bruit.
Il y a eu pas mal d'immeubles qui se sont effondrés. Je vais vous montrer des photos de Caen en 1944. Il ne reste pas grand-chose debout. Il y a des travaux actuellement qui sont développés par les géographes qui montrent que ce n'est pas les grandes destructions auxquelles on a... des choses qu'on a pu lire. On parlait de 70% de la ville détruite, etc. On est sur des chiffres maintenant qui sont assez relativisés avec ces travaux de géographes. Mais on est quand même sur une ville qui est, surtout un centre-ville, qui est très, très, très détruit. Et l'aboutissement de ce bruit et de ces destructions, c'est des gens qui s'enfuient sur les routes, et ils s'enfuient pour aller en périphérie de la ville pour se protéger, alors pas dans des trous sous terre, mais dans des carrières, dans des glacières, dans des caves. Alors, quand tu dis glacière, c'est pas la glacière où on part en pique-nique? Non, c'est glacières, c'est des anciennes glacières qui sont des pièces souterraines. Vous voyez, il y en a une à Caen qui a servi, c'est des zones de stockage. Donc voilà, toutes les possibilités de protection étaient mis à profit, sachant que ces différents éléments pour se protéger étaient déjà mis en valeur par la sécurité civile, qui avait noté sur les bâtiments, à la peinture, certains bâtiments, la possibilité d'avoir une cave ou pas pour se protéger. Donc je vais vous rappeler vite fait le contexte, que vous sachiez à peu près ce qui se passait à l'époque, même si je pense que je ne vais rien vous apprendre de bien particulier. Voilà, le site archéologique qu'on étudie, il se place directement dans la suite du débarquement du 6 juin 1944, donc avec l'opération Neptune, donc le fameux débarquement. Ce qui a accompagné ce débarquement, c'est un bombardement régulier de tout l'arrière-pays et des grandes villes. C'est les premiers tests de carpet bombing, ce qui a été utilisé après dans pas mal de guerres jusqu'à nos jours. Donc en gros, on bombarde énormément de manière à assainir et à faire fuir le belligérant pour que après les armées puissent avancer dans des meilleures conditions. Ça ne marche pas forcément très bien. Par contre, ça a pas mal ravagé au moins la plaine de Caen et d'autres régions, Saint-Lô, etc. Enfin, je ne donne pas le détail des villes qui ont été bombardées. On va rester sur Caen. Voilà une image de Caen après les bombardements. Donc on a un problème avec le vidéoprojecteur, il blanchit un peu les images. Mais vous voyez, il n'y a quasiment plus de toit sur les maisons. Tout a un peu volé en éclats. On voit très bien, il n'y a plus de toit, toutes les maisons ont été soufflées. Donc la ville est énormément détruite. Le centre-ville est détruit à hauteur de 60% à peu près. La ville de Caen, on est sur du 40% d'après les derniers chiffres. Mais il y a des secteurs qui sont complètement à plat. Ce qui fait qu'on a une belle ville maintenant avec des routes toutes droites où il était avant facile de se garer. Ce qui a accompagné ces bombardements, c'est la fuite des civils. Durant les premiers jours qui ont suivi le 6 juin, on a à peu près 150 000 Normands, bas Normands principalement, qui fuient les villes et qui vont se réfugier dans les campagnes ou aux alentours. Donc il y a un véritable exode avec sur les routes de nombreuses familles qui ont pour objet de juste se mettre à l'abri avec quelques éléments mobiliers. Cette photo-là, elle est assez intéressante parce que ça montre bien ce qui était le quotidien de ces civils qui fuyaient. C'est-à-dire on a quelques objets un peu précieux qui sont gardés. Dans la brouette, il y a des chaussures, plein de chaussures. C'est un élément ultra important quand on fuit. On ne sait pas combien de temps on va partir, donc autant ramener des chaussures. Vous verrez que ça a du sens quand on verra la carrière de Fleury. Et donc quelques objets, mais vraiment pas grand-chose. On part avec ce qu'on peut et on laisse tout sur place. Donc à Caen, il y a plusieurs sites qui ont été utilisés pour se réfugier. Je vous mets ici l'église Saint-Étienne en haut de Caen, la glacière de la rue d'Auty, ici, qui a été très utilisée aussi. Et puis toutes les carrières qui sont périphériques à la ville. Donc vous avez des carrières sur Carpiquet, mais aussi autour d'Auty, autour des fossés Saint-Julien. Et puis à Fleury-sur-Orne, donc au sud-ouest de Caen, énormément de carrières qui ont été utilisées. La carrière 5 qui est ici, une grande carrière qui est la carrière Fouquier, qui a accueilli beaucoup de monde, qui est située ici et qui est actuellement en plein travaux parce qu'on installe un gros lotissement dessus. La carrière Pochier ici, et puis les carrières des Coteaux qui sont encore visitables à de rares moments de l'année, qui ont accueilli en particulier un hôpital.
Donc ces carrières, on sait très bien, lorsqu'on est historien, que ces carrières ont été utilisées, il n'y a pas de problème. Le problème, quand même, c'est qu'on a peu de sources disponibles, très très peu de sources. On a quelques photos, mais ça renvoie aux images que je vous présentais tout à l'heure. C'est des photos qui sont mises en scène. Je vous avais présenté une photo qui était assez similaire à celle-là. Je vous avais dit qu'elle était mise en scène. Celle-ci, elle est encore plus flagrante. Vous voyez, c'est une jeune femme en train de se peigner devant un miroir. C'est clairement pas le quotidien dans les carrières. C'est une photo qui a été faite pour un journal canadien. C'est bien une civile. Laurent Dujardin, qui a travaillé beaucoup sur les enquêtes autour des civils, a retrouvé la dame qui est sur la photo. Donc elle était bien dans les carrières. Seulement, on lui a demandé de poser, de se peigner, de se brosser les cheveux, de se laver un petit peu pour faire une belle photo pour les journaux canadiens. Il en est de même de celle-ci. Celle-ci est un peu plus proche de la réalité. Donc voilà, on a des sources qui sont un peu biaisées. On a quelques journaux écrits par des gens quelques années après qui ont raconté leur période dans les carrières. Mais pour ce livre, par exemple, qui est hyper connu, 6 semaines dans les grottes de Fleury, tout est écrit en vers et c'est bien romancé. C'est utilisable, mais ça reste quand même une source à prendre avec beaucoup de pincettes. Et bien entendu, les articles de journaux de l'époque qui peuvent être aussi utilisés. Et vous voyez, par exemple, ici, c'est un article publié dans Le Matin sur la carrière Saint, la carrière qu'on va étudier. Le Matin, c'est un journal qui était quand même assez proche des Allemands. Et là, ce qui est dépeint pour les carrières reflète pas tout à fait la réalité non plus. Donc très rapidement, il a été décidé de mener un travail de fond sur les réfugiés dans les carrières. Donc on doit ce travail-là dans les années 80 et 90 à mon collègue Laurent Dujardin, qui a écrit un bouquin pour l'occasion chez Ouest France. Et c'est les premiers travaux qui sont faits sur les carrières. Donc ce n'était pas vraiment des travaux archéologiques, il s'agissait plus d'exploration, de reconnaître tous les sites qui auraient pu accueillir des carriers. Laurent Dujardin est arrivé sur ce domaine de recherche un peu sur la marge de son activité principale de recherche, qui était l'étude des carrières en fait, de Caen, médiévales et modernes. Et en se promenant dans les carrières médiévales et modernes, il a vu qu'il y avait des objets qui traînaient. Et assez rapidement, il s'est rendu compte que ça pouvait être en lien avec des civils qui s'étaient réfugiés dans les carrières. Il a, à cette occasion-là, fait la première fouille archéologique dans les années 80 d'un petit secteur de carrière avec des méthodes qui sont assez éloignées de celles qu'on utilise maintenant, mais qui est, c'est la première démarche archéologique à une époque où on pensait tous qu'il était complètement farfelu d'étudier des périodes aussi récentes, que ça n'apportait strictement rien, quoi. Alors on commence à arriver un petit peu dans le vif du sujet, on est arrivé dans la carrière, mais à votre avis, cette carrière finalement, qu'est-ce qu'on y faisait à cette époque-là ? Donc à quoi servaient les carrières de Fleury ? Donc en 1944, attention, je regarde Donfront, normalement vous devez être à 100% de bonnes réponses. On regardera la photo. Alors réponse A, est-ce que ces carrières permettaient de fabriquer de la bière ? Alors il y en a qui crient la réponse. Réponse B, à récupérer de la pierre. Réponse C, à fabriquer du cidre. On est quand même en Normandie, donc on a de la bière, du cidre. Et réponse D, à cultiver des champignons. Alors là, c'est mitigé. Alors, on fabriquait de la bière, réponse A. On récupérait de la pierre, réponse B. On fabriquait du cidre, réponse C. Ou on cultivait des champignons. 3, 2, 1. Clic. C'est bon. Alors, on aimerait bien que la carrière fasse les 4. Comme ça, on aurait eu tout ce qu'il nous fallait, finalement. Il y avait un piège. Ah, c'était quoi le piège, alors ? Il y avait un piège, la question, c'est en 44. Voilà. Alors en 44, ils veulent fabriquer de la bière. Ouais, c'est bon, certains veulent enlever des pierres, mais c'est vrai qu'on avait dit 44. Du coup, ça c'est un peu entre les deux, entre la A et la B. 5 qui pensent qu'on fait du cidre. On est quand même en Normandie. Et D, alors D, c'était cultiver des champignons. Parce qu'en fait, on pourrait en effet cultiver des champignons aussi. Ouais. La carrière Saint, c'était vraiment, en 44, c'était un lieu de stockage et de fabrication de bière. Donc il y avait une cave qui était aménagée dans la carrière. Après, au 19e siècle, elle a servi à récupérer de la pierre. Et à côté, les autres carrières, elles servaient à cultiver des champignons. Il n'y en a aucune qui servait à fabriquer du cidre. Parce que je crois qu'on appelle les champignonnières aussi, du côté de Fleury. Donc en effet, c'était là le piège. Alors le cidre, on ne fabrique pas de cidre dans les carrières ? Non. Bon. Donc voilà, on va passer à la carrière Saint. Donc la carrière Saint, c'est la carrière que je vous présentais tout à l'heure, donc celle qui est située ici.
qui est le long de la route qui permet de quitter Caen et de descendre vers Falaise. Donc il y a une route qui était très fréquentée pour l'exode vers le sud, puisqu'en gros les combats se passaient plutôt au nord de Caen, entre le littoral et puis la ville. Donc cette carrière, elle a une histoire complexe. En 1944, ce qui a permis d'avoir une très bonne conservation des vestiges, ce que je vais pouvoir vous détailler dans les minutes qui suivent, quoi. Et devant cette bonne conservation des vestiges, on a décidé de monter un programme archéologique dans l'idée toujours de combler les lacunes documentaires, celles des sources historiques, puisqu'on s'était rendu compte que les sources n'étaient pas entièrement fiables et que ça valait le coup d'avoir des données un peu plus matérielles pour avoir un nouvel éclairage sur la vie des civils dans les carrières durant la Seconde Guerre mondiale. Donc un rappel rapide de l'historique de la carrière. Donc la carrière, c'est une carrière de pierre au 19e siècle, mais à partir des années 15-20, la carrière va servir à un brasseur qui va installer son usine juste au-dessus de la carrière et qui va utiliser une petite partie de la carrière pour stocker son stock de bière et aussi mettre des tonneaux à maturation dans un secteur de la carrière. Donc cette carrière, en fait, en juin 1944, elle va accueillir de nombreux civils qui descendent de Caen. Lorsque les brasseurs, la famille Saint, voit ces civils arriver, elle ouvre les portes de la brasserie et elle dit venez vous abriter chez nous, on a une carrière souterraine. Voilà, vous pouvez descendre et vous serez à l'abri momentanément, sachant que c'est un très très vaste réseau qui fait à peu près de 2 hectares. Donc on est sur une carrière assez importante. Donc pour descendre dans la carrière, il fallait prendre ce qu'on appelle une tirée. Donc c'est un espèce de long couloir taillé dans la roche en pente douce et qui permet de descendre à 15 mètres sous terre. La carrière est située à 15 mètres. Le plafond de la carrière est à 15 mètres sur le sol. Le sol de la carrière est entre 18 et 20 mètres. Donc dès le 6 juin, on a énormément de civils qui vont arriver dans la carrière, qui arrivent d'abord avec très peu d'objets. Puisqu'ils pensent qu'ils vont rester pas très longtemps. Ils savent pas trop en fait. Donc ils ont un peu les brouettes qu'on a vues tout à l'heure, mais la plupart ont très peu d'éléments et vont commencer à occuper l'entrée de la carrière, à vivre un peu les uns sur les autres à l'entrée de la carrière. Donc la tirée, alors c'est pas la tirée de la carrière Saint, parce que la tirée de la carrière Saint est désormais bouchée. Il y a un lotissement qui s'est installé dessus. C'est une carrière qui n'est pas accessible en fait. Je vous montrerai l'accès tout à l'heure. On descend par un puits d'aération avec une équipe de spéléologues. Mais à l'époque, on descendait donc par un couloir assez similaire. Celle-là, c'est la carrière d'à côté, c'est la carrière Fouquet. Donc il faut imaginer les civils qui, en 1944, étaient entassés dans cette tirée et commençaient à descendre vers les profondeurs alors que ça bombardait partout autour. Donc on descend comme ça sur un peu plus d'1 kilomètre de long avant d'arriver à la porte de la carrière. Et puis dès qu'on passe cette porte, on arrive dans un monde un peu curieux, un monde souterrain, dans le noir. Donc là, les éclairages sont bons parce que c'est nous en train de travailler. Mais voilà à quoi pouvait ressembler plus ou moins la carrière. Vous oubliez les cônes de couleur, mais vous avez des piliers en calcaire et de vastes espaces dégagés. Et tout ça sur à peu près 2 hectares. Donc c'est un espace très très vaste, entièrement dans la pénombre, sauf à l'endroit de la tirée où il y a un peu de lumière qui filtre. On va voir si vous êtes bon historien ou archéologue. Depuis quelques slides, on avait plein d'informations qui permettent de trouver les bonnes réponses à cette question-ci. Donc si vous avez été bon observateur, vous avez toutes les infos. Donc normalement, je devrais avoir un 100%, une seule couleur. Alors, dans cette carrière, quel était le nombre de réfugiés et la durée de leur occupation de la carrière de Fleury-sur-Orne? Alors réponse A, 30 jours, 50 000 personnes. Réponse B, 2 mois, 1000 personnes. Réponse C, 6 mois, 200 personnes. Réponse D, 3 mois, 500 personnes. Alors normalement, si vous avez bien lu, vous devriez avoir tous la bonne réponse. Stéphane, t'es prêt? 3, 2, 1. J'attends les résultats. Oui, tu peux le dire. Donc sur la carrière de Fleury, il y a à peu près 1000 personnes qui ont été accueillies sur les 2 mois.
Voilà, c'est un chiffre qui est évalué à peu près, parce qu'on n'a pas de source directe justement, alors qu'il y avait quand même un cahier qui était tenu dans cette carrière, mais ce cahier a disparu. Mais on estime à peu près à 1000 personnes sur les 2 mois, sachant qu'on a d'autres carrières à côté où il y a eu beaucoup plus de monde sur une période similaire. Donc on est bien à 2 mois, 1000 personnes, et j'ai vu que du côté de Domfront, tout était rose. Parfait. Domfront en force. Donc après le 6 juin dans la carrière, au bout d'un mois, le 7 juillet, c'est les Allemands qui viennent se mettre à l'abri. Donc les civils sont rejetés un peu plus loin dans la carrière. Les Allemands vont venir s'installer à l'endroit de la tirée, vont mettre je ne sais plus comment ça s'appelle, un orgue de Staline, quoi, un gros machin pour balancer des bombes sur Carpiquet, des obus sur Carpiquet, et ils vont s'installer comme ça à l'entrée de la carrière, mettant une infirmerie, et tous les civils vont être rejetés en fond de carrière, dans les endroits les plus sombres et ceux qui n'étaient pas encore utilisés actuellement. Donc il y a un mouvement qui se fait, qui est intéressant pour nous, parce que du coup, c'est des secteurs archéologiques qui ont des natures différentes, puisqu'on a des secteurs qui vont être utilisés qu'une fois, ceux du fond de la carrière, et d'autres qui vont être perturbés, utilisés plusieurs fois à l'entrée de la carrière. C'est durant ce mois-là qu'il y a le plus de personnes dans la carrière. Le 19 juillet, les Canadiens vont libérer les gens de la carrière. La bataille de Normandie, de Caen en tout cas, sera finie ou quasiment finie. Et donc du coup, à partir du 19 juillet, une partie des civils vont pouvoir rejoindre l'air libre. Donc la plupart sont quasiment pas sortis durant ce laps de temps, puisqu'en fait, dans cette carrière-là, la famille Saint a décidé de prendre en main le confort des gens de la carrière. Donc c'est l'équipe de la brasserie qui allait chercher de la viande à l'extérieur, donc qui allait, après les bombardements, relever en fait les vaches bombardées, ou qui allait dans les poulaillers récupérer ce qu'ils pouvaient. Donc c'était que du glanage un peu autour. Ils ramenaient aussi quelques meubles quand ils pouvaient, mais c'est quasiment que les salariés de la brasserie qui sortaient pour s'occuper des civils, ce qui fait qu'il y a eu quasiment pas de morts dans la carrière. Il y a un décès qui est justement un des salariés de la carrière. Et à partir du 9 juillet, donc tout le monde peut à nouveau sortir. C'est des images de la carrière. Ici, c'est le fameux engin dont je me souviens plus le nom, qui permettait de bombarder Carpiquet. Ici, c'est un soldat canadien. On est en bas de la tirée. Ici, vous êtes toujours en bas de la tirée. Vous voyez une partie des civils qui sont sortis le 19 juillet et qui entonnent en fait un chant à la sortie, et qui ont fait un drapeau de fortune en fait avec trois tissus permettant de faire un drapeau bleu-blanc-rouge. Ce drapeau-là, maintenant, il est conservé dans un musée au Canada, celui du régiment de Maisonneuve. Quelques civils restent entre le 19 juillet et le 30 juillet. Et le 30 juillet, là, on demande à tous les civils de quitter la carrière. Ça coïncide avec un problème au sein de la famille Saint. C'est-à-dire que le 30 juillet, en gros, on oblige, le préfet d'Or oblige les civils à quitter les carrières et ne remercie pas les carriers. Et la famille Saint s'en est un petit peu offusquée et a décidé de fermer la carrière juste après le 30 juillet. C'est-à-dire qu'on a un ensemble clos, c'est le seul, dans toute la périphérie caennaise. C'est-à-dire que à partir du 30 juillet 1944, la porte est fermée, les vestiges restent à l'intérieur, puisque tous les civils ont été remis en liberté un peu rapidement, parce que c'était des lieux qui étaient assez insalubres, et le préfet voulait arrêter ce phénomène d'insalubrité à Caen. Et donc les civils sont partis en laissant beaucoup d'objets sur place, et l'ensemble est fermé par les carriers. Donc après juillet 1944, le site est quasiment plus fréquenté. Les brasseurs en fait viennent une fois dans l'année avec leurs familles proches, pour leur montrer ce qu'ils ont fait durant 1944, le nombre de civils qu'ils ont abrités, etc. En rappelant à la famille que ils n'avaient pas été félicités à la hauteur de leurs attentes, mais que ils avaient quand même eu leur moment de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le site est complètement clos jusqu'au début des années 2000, en gros, jusqu'en 2005 pour être exact, époque à laquelle le terrain est vendu.
et où un aménageur décide d'installer un lotissement à l'emplacement de la carrière. Entre-temps, le site avait été découvert par Laurent Dujardin dans les années 80. Hein. Donc le site était déjà connu du milieu spéléo, mais il n'y avait personne, à part les spéléologues, qui venaient sur place, et ils venaient très rarement. Donc c'est un endroit qui était assez bien protégé, très peu perturbé, à part à l'endroit de l'entrée de la carrière, au niveau de la tirée. Hein. Un endroit d'ailleurs qu'on a complètement exclu de la démarche archéologique, puisqu'on jugeait que justement c'était un endroit qui pouvait être perturbé. Et donc en 2005, l'aménageur installe un lotissement et condamne la tirée définitivement. Il rebouche tout. Hein. Il se sert de la tirée en fait pour mettre toutes les poubelles du lotissement, hein, tous les déchets des travaux. Il condamne l'entrée et la carrière n'est plus du tout accessible. C'est quelques années après que Laurent Dujardin redécouvre un puits d'aération qui permet maintenant de descendre dans la carrière. Le puits, le voici. Hein. Donc c'est un tout petit puits d'aération qui doit faire, je sais pas, un peu plus grand que la table où on est, et qui permet de descendre à une personne. Hein. Une échelle a été installée et on descend accompagné de spéléologues, hein, qui permettent de descendre sur ce conduit qui fait 15 mètres. Un conduit d'ailleurs qui doit mener sur un puits qui est plus profond, un puits à eau, sur lequel est installé un gros tas de terre maintenant, mais un jour ou l'autre, ça finira par être soutiré complètement. Hein. Donc on est sur un site qui est très particulier, entièrement clos, avec des problèmes d'ailleurs, hein, de respiration à l'intérieur, parce qu'on a du gaz carbonique qui s'entasse au fur et à mesure qu'on travaille sur le site. Hein. Donc on a des temps réglementés pour travailler dans la carrière. Hein. On a des périodes très courtes où on peut travailler. On fait des missions qui ne dépassent pas une semaine. Et avec des conditions très particulières d'études, puisqu'on est avec des éclairages assez limités. Hein. Qu'on travaille essentiellement avec des outils qui sont censés travailler plutôt dehors. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Alors le plan de la carrière, il ne sort pas du tout. En gros, là, vous avez un schéma. Hein. Donc la carrière, elle ressemble à ça. C'est beaucoup mieux fait sur le plan du haut que vous ne voyez pas. Il y a une zone inondable qui se trouve ici, qui n'a pas été utilisée par les civils. Pardon. On accédait donc à la carrière par la tirée qui permettait de descendre à cet endroit-là. À cet endroit-là, on avait 3 accès. Un accès ici, un accès qui mène dans une petite pièce ici, qui est maintenant complètement condamné. On peut y passer que par un tout petit trou dans la paroi de la carrière. Moi, je suis trop gros, je ne passe pas. Et un autre accès ici, qui permettait d'aller dans un autre secteur de la carrière. On a 2 carrières, les unes à côté des autres. La carrière B, qui n'a pas été utilisée par les civils parce qu'elle était quasiment entièrement comblée, hein, à part un tout petit espace ici. Hein. Et la grande carrière A, qui a été la plus utilisée. Au début, les civils se mettent à cet endroit-là, en gros à l'entrée de la carrière, où il y a l'éclairage qui filtre un tout petit peu. Hein. Donc c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité. Il y a un peu de lumière et en plus, avec les bombardements, on se méfie du sous-sol canet. Et donc on ne va pas aller se mettre dans des endroits qui forment des cul-de-sac. Hein. Donc on reste proche d'une entrée pour pouvoir fuir. Hein. Mais après, dès que les Allemands vont descendre et s'installer ici, tous les civils sont rejetés dans ce secteur de la carrière. Et c'est ce secteur-là qui a fait l'objet des études archéologiques. Donc le site, il se présente comme ça. Donc c'est un site qui est entièrement fossilisé. C'est ça qui fait l'intérêt de la zone. C'est-à-dire que tous les objets sont encore en place comme ils ont été abandonnés en juillet 1944. Donc on a différentes natures d'objets. Hein. Je vous ai mis que quelques photos comme ça. Hein. Donc ici, vous voyez bien, tête de poupée, il y a des restes de faune qui ont été consommés, des fioles diverses et variées. Ici, c'est un brasero, une brique réutilisée pour faire un siège, quelques boîtes de conserve. Ici, vous avez des restes de paille qui correspondent en fait au lit des civils, hein, puisqu'en fait, la plupart avaient descendu des bottes de paille pour pouvoir se faire des zones de couchage. Hein. Des cheminements. On a les chemins en fait, qui étaient utilisés par les civils, qui se lisent encore très très bien. Le calcaire s'est écrasé en fait, avec le passage, hein, des civils, et donc on arrive à redresser, à dresser en plan les cheminements. Et ces cheminements permettent de desservir des zones que vous voyez, qu'on devine ici. Hein, on en a une autre là, hein, qui sont des petites unités d'habitation en fait, où vivaient les gens. C'est ce qu'on a appelé les unités d'occupation, histoire de faire riche, hein, sur le site. Hein. Mais en gros, c'est ça. On a des zones très étroites. Hein, on est entre 10 et 15 mètres carrés, où les civils vont commencer, après la première semaine de juin 1944, à aménager le sol, l'aplanir, faire des limites sur les côtés, mettre des cailloux pour délimiter l'espace.
commencer à installer des petites réserves pour mettre des boîtes de conserve, des objets du quotidien. En gros, c'est leur maison, ça devient leur lieu de vie. On est sur des espaces très réduits, sur un espace de cette taille-là, de 15 mètres carrés, on peut avoir jusqu'à 10 personnes. Donc les gens sont les uns sur les autres. On utilise l'espace de vie ici, les cheminements à côté, mais c'est tout. Donc on est vraiment sur des tout petits espaces. Les témoins qu'on a interrogés se rappellent que lorsqu'ils se couchaient, ils se touchaient les uns les autres. Madame Le Timonier, qu'on a beaucoup interviewé pour cette carrière, se souvient des pieds mouillés des gens qui étaient en face, qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Ça reste un très mauvais souvenir pour elle. Par contre, quand on est archéologue, un aménagement comme ça, avec des pierres rejetées, c'est exactement la même chose que pour une grotte qui daterait d'il y a moins 4000. C'est les mêmes façons de faire exactement. Ça n'a pas, voilà, c'est les mêmes comportements dans les mêmes conditions. Les gens ont fait exactement pareil. Donc pour nous, c'est ultra précieux parce que ça nous a permis de revenir sur les interprétations de certaines grottes en Dordogne. Je vous montre un autre exemple de ces unités d'occupation. Donc ici, c'est la zone habitée. L'échelle fait 2 mètres. Et on voit ici une petite saignée qui fait ça, qui est juste un aménagement de fortune. En fait, la famille de civils qui était ici a creusé un tout petit fossé, les fameuses structures archéologiques que j'évoquais tout à l'heure, pour pouvoir y mettre des planches en fait, qui délimitaient leur espace de vie. Alors au-dessus de ça, il faut imaginer sûrement d'autres cloisons. On pense qu'il y avait on est sûr qu'il y avait des tentures qui étaient dressées, il y avait des fils électriques qui avaient été utilisés, et on mettait des draps pour délimiter des petites cases en fait régulières sur un espace comme ça. On pouvait avoir 3 familles par exemple. Comme s'ils avaient signifié leur maison, leur pièce en fait. Ils avaient la première fois que j'ai visité le site, l'impression que j'avais, c'était celui d'une ville souterraine en fait, parce qu'on avait vraiment les rues, on avait des chemins. Et les rues ouvraient sur des espèces de cases, les unes à côté des autres. On n'avait plus les cloisons, mais on voyait bien les espaces. Et au sein de chaque espace, on retrouvait les mêmes typologies d'objets. Donc pareil, je vous disais que l'archéologue, il se nourrit d'objets et de structures. Donc là, vous avez la structure. Et au niveau des objets, vous avez pratiquement systématiquement dans chaque espace un objet central qui est un brasero, un gros bidon de peinture, une poubelle en fer, qui est en fait le point pour se chauffer. Tout simplement, on va récupérer des braises et on va les ramener dans la carrière, on va les mettre au centre de l'habitat, c'est le point de chauffe. Une zone généralement qui est un peu écrasée, qui est l'endroit où les gens circulaient, marchaient. À cet endroit-là, on va trouver des objets très spécifiques, des dés à jouer, des jouets d'enfants, de la vaisselle pour manger. C'est l'endroit où on va consommer. Et puis un endroit qui est un peu plus frustre généralement, avec des résidus organiques dessus, c'est toutes les taches noires. C'est le lieu de couchage en fait, qui n'est pas aplani sur lequel on va mettre de la paille et les gens vont dormir ici. Donc là, voilà, ici on a une maison, quoi. Petite maison. Les étudiants ils se plaignent qu'ils ont de tout petits appartements, c'est beaucoup plus petit. Voilà en plan ce que ça donne. Donc l'image ici est un peu pixelisée, je m'en excuse. C'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vous avez un relevé des pierres. En fait, c'est un relevé strictement archéologique. Et on voit très bien la délimitation ici de pierres qui forme en fait le mur très frustre de l'habitat qui est situé ici. Ici, vous avez l'endroit où on dort. Il y a de la paille, un moncelet. Et puis ici, l'endroit où on circule et où on va consommer, où on va trouver des restes de bœuf, des ustensiles de cuisine, des fourchettes, des couteaux, des casseroles. Ici, c'est un autre abri du même type. Vous avez ici des cailloux qui sont alignés. Et puis à l'intérieur, un endroit un peu pas très travaillé qui est le lieu de couchage. Ici, un bidon. Et ici, le lieu où on va circuler. Avec ici, les petites choses marronasses, là, ce sont des chaussures. Je vous ai dit que les chaussures, c'était hyper important lorsqu'on a vu la photo sur les exodes. Et en fait, dans ce type de site, et ce qui caractérise ce type de site, c'est la présence de chaussures en très très grand nombre. Les chaussures, les voici, quelques exemples des vestiges qu'on rencontre, juste pour vous montrer les états de conservation. Donc mes fameuses chaussures, les restes de faune, donc on sait ce qu'ils ont mangé. On sait aussi les endroits où ils ont fait de la boucherie. Voilà, je vous disais qu'ils ont été chercher les vaches à l'extérieur, mais pour ne pas être incommodés par les odeurs de boucherie, il y a les secteurs d'ébitage de viande sont un secteur très privilégié. Des choses qui sont en lien avec la vie militaire. Ici, c'est un cap badge, c'est ce qu'il y a sur les bérets des militaires. Des papiers encore conservés. Ici, c'est un album de coloriage d'enfants. Des boîtes de conserve diverses et variées. Ici, vous avez un nécessaire pour manger encore en place, avec une fourchette et une cuillère. Des pièces de monnaie en très grand nombre. Quelques bijoux.
Les bijoux ils sont toujours dans les mêmes situations aussi. On les retrouve à l'emplacement où il y avait la paille avant en fait. Ils sont planqués sous le lit de l'époque. Donc sous les pailles en fait on retrouve voilà, des petits bijoux en or, des chapelets, des choses un peu précieuses qui étaient mis de côté. Dans la carrière Saint, tous les objets un peu précieux avaient été mis dans un tonneau. Le tonneau a été volé le 19 juillet 1944. Donc pour vous donner aussi, c'était pas un endroit qui était vraiment forcément très cool, quoi. On a d'autres témoignages qui sont encore beaucoup plus fragiles. Dans un secteur très particulier de la carrière, on a les initiales de certaines personnes qui ont vécu dans cette carrière. Ça, c'est des choses qui vont disparaître complètement. Ça s'atténue déjà beaucoup. Et on a même des gravures. Ici, vous voyez, il y a un M ici, un 44 ici. Donc, il y a des gravures qui sont faites qui sont encore plus ténues que ces traces faites au charbon de bois. Et toutes ces gravures et toutes ces traces de charbon en fait datent du 19 juillet 1944, c'est ce qui a marqué ici, 19/7/44. En fait, c'est avant de quitter les lieux, l'équipe qui s'est occupée de la carrière a dans un endroit laissé une signature. Donc c'est un endroit assez précieux aussi pour raconter l'histoire du site. Et on a comme ça les initiales des gens qui se sont occupés des civils dans cette carrière. Donc tous ces objets, ça constitue un champ archéologique. On est sur vraiment un chantier archéologique hyper classique au final. Même si ce sont des choses contemporaines, des choses qu'on reconnaît très rapidement, ça reste quand même que c'est un chantier archéologique au sens strict du terme, quoi. Et ça va permettre de travailler sur plein de domaines, ce que j'évoquais tout à l'heure. On va avoir quelques exemples. Ça va nous permettre aussi de faire des interprétations pour revenir sur l'analyse des sites plus anciens. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Par exemple, on a fait un gros travail sur l'enfouissement des objets. Les archéologues, ils sont obsédés par la stratigraphie. Ce que je vous disais en introduction, ça prouve que je suis obsédé moi aussi. Mais sur l'enfouissement des objets dans les couches, c'est hyper important, puisqu'en fait, c'est avec ça qu'on date les couches. Et un archéologue, plus il est malin, plus il fait de la microstratigraphie au millimètre près, il a l'impression de faire quelque chose hyper décortiqué. Ici, on se rend compte que les objets, ils s'enterrent dans le sol de 1 à 2 cm en 75 ans. Donc là, du coup, la microstratigraphie, la stratigraphie très très fine, elle ne tient plus du tout, quoi. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a pu revenir sur des sites préhistoriques et sur l'enfouissement des objets sur les sites en grotte préhistoriques. Alors justement, là, on va vous solliciter à nouveau. Alors attention, parce qu'il faut bien lire la question. Il ne faut pas justement penser à celle de tout à l'heure. On a parlé du métier d'archéologue tout à l'heure avec ces outils qu'il allait utiliser pour faire des fouilles. Là, par contre, on est sur l'étape un peu au-dessus. Là, on est pour reconstituer le lieu avec de la réalité virtuelle. Donc, on recrée un monde. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil justement pour permettre de relever toutes ces informations et de les réintégrer dans ce monde virtuel? Donc, quel outil n'a pas été utilisé pour ce travail de numérisation souterrain? A, une brosse à dents. B, un appareil photo. C, un télémètre laser. D, un drone. Alors, je regarde. Il y a une petite majorité de couleurs quand même. Je ne dis pas laquelle, parce que d'ici, je vois bien. Stéphane, t'es prêt? Donc, en direction de Stéphane, les couleurs. 3, 2, 1. Alors. Est-ce que vous utilisez la brosse à dents en tant qu'archéologue, par exemple? Alors, on n'a surtout pas utilisé la brosse à dents. Ah, vous vous êtes fait avoir apparemment pour 43 personnes. Le protocole qui a été mis en place sur cette carrière, c'est de ne toucher à rien. Voilà, ça avait plusieurs avantages. D'abord, on ramassait rien, donc ça n'avait pas de vestiges à traiter par la suite. Puis ça permettait pour nous d'avoir un observatoire sur l'évolution des vestiges dans la carrière. Donc on n'a surtout pas creusé, on n'a surtout pas nettoyé les objets. On a fait les mêmes protocoles qu'on utilise maintenant dans les grottes du Paléolithique, les grottes ornées en Dordogne. C'est-à-dire qu'on utilise des techniques de relevé qui ne touchent pas au sol. On marchait sur des mousses de manière à ne pas écraser les sols. Donc ce qui était utilisé, c'était un télémètre laser principalement, mais aussi des appareils photo pour faire de la photogrammétrie. Et puis on a utilisé aussi le drone pour avoir une couverture assez rapide de certains secteurs qui nous posaient problème. Donc en gros, c'est plutôt B, C, D, avec une préférence pour C, quoi. Donc les méthodes, les voici. Donc c'est des méthodes non destructives. Donc le site n'est pas du tout faiblement impacté par les archéologues. Les deux principales méthodes utilisées, c'est la lasergrammétrie et la photogrammétrie. Donc la lasergrammétrie, c'est du scan, comme un scan de bureau, sauf qu'on va scanner l'espace. Donc scan en 3 dimensions. Ça permet d'avoir très rapidement la volumétrie générale de la carrière et d'ainsi avoir un modèle numérique
très rapide dans lequel on va pouvoir évoluer. L'autre technique, c'est la photogrammétrie. Donc, c'est réalisé avec des appareils photo et des logiciels qui nous permettent de faire de la restitution 3D de sol, par exemple, pris en photo. Ce qu'on a fini par faire au drone sur le site. Donc, voilà les deux principales méthodes avec deux relevés qui sont assez différents. Avec le scan 3D, on aura quelque chose d'assez macroscopique. Si on veut, c'est très bien pour avoir la volumétrie générale d'une pièce. Ici, on pourrait le faire en 3 minutes. On aurait le scan 3D de la pièce avec tout le monde dans la pièce. La photogrammétrie, c'est quelque chose de beaucoup plus long, mais qui nous permet d'approcher le sol au millimètre près et d'avoir les profondeurs de chaque particule de ce sol au millimètre près. Donc, quelques images de ce modèle numérique de terrain. Donc, en haut, vous avez le relevé, un scan 3D de la carrière. Donc, vous voyez, toute la carrière n'a pas été scannée. On a fait la zone, bien entendu, qu'on a étudiée en détail. Ici, vous avez la carrière B, les différents accès. La partie ici n'a pas été faite en volumétrie générale, puisque c'est une partie qui a été pour partie détruite par l'aménagement du lotissement que je vous indiquais en 2005, puisqu'un des ouvriers de la carrière a entrepris une visite de la carrière avec un bulldozer. Donc il est descendu en bulldozer par la tirée, il est arrivé dans ce secteur-là et il a commencé à rouler un peu partout. Et après, ils ont commencé à stocker des matériaux et du béton, etc. Donc toute cette partie-là est devenue inaccessible. C'est une partie qui n'était pas utilisée non plus par les civils. Ils n'ont pas cassé grand-chose, heureusement. Ils ont un tout petit peu cassé le secteur qu'il y a ici, mais la partie la plus intéressante pour nous est restée en très bon état, quoi. Donc ça nous permet d'avoir un modèle comme ça. Ici, on n'a pas l'impression, mais tout ça, c'est des points. On a l'impression d'un rendu un peu photographique en noir et blanc, mais c'est que des points, des millions de points qui sont... chaque point, c'est une information archéologique qu'on peut interroger en X, en Y et en Z, et qui nous permet après de faire ce qu'on veut, et ce qui va nous permettre aussi d'avoir un modèle numérique dans lequel on va pouvoir évoluer dans le cadre de la réalité virtuelle. La photogrammétrie, on l'utilise principalement pour étudier plutôt les sols archéologiques. Donc ça nous permet d'avoir ce relevé très fin des sols, où on va avoir les différentes courbes de niveau après de restituer la géométrie du sol aussi en 3 dimensions, avec des choses qui parlent tout de suite dès qu'on voit les courbes de niveau. Ici, on voit très bien l'accès qui permet de monter en fait sur cette petite plateforme où il y a plusieurs unités d'habitation avec des niveaux différents. Vous voyez, il y a une plateforme ici, une autre plateforme ici avec une courbe en rouge, une autre ici qui est délimitée par la courbe en verte, une autre ici qui est un peu moins claire, un accès avec des marches, avec des niveaux différents, et ici 2 autres plateformes dessus. Sur un espace comme ça qui est tout petit, l'échelle ici elle fait 2 mètres je crois, ouais, ça elle fait 2 mètres, vous avez une unité d'occupation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 7 familles. Voilà, c'est le jeu des 7 familles. Ici vous avez un espace qui est un peu plus vaste, qui est en fait l'espace qui était dans l'axe de la tirée. Celui-là il est un peu différent parce qu'il a été utilisé comme espace collectif. Comme cuisine pendant l'occupation autour de la tirée pour faire des messes aussi. Donc c'est un espace qui a une vie un peu différente avec une petite pièce annexe où il y a encore une porte d'ailleurs qui a servi de prison après en juillet 1944. Puisque quand les civils se sont un peu rebellés en juillet 1944 avec l'aide des Canadiens, il y avait encore quelques Allemands, des soldats allemands qui étaient polonais pour l'occasion, qui étaient encore dans la carrière. Et il y a 3 soldats qui ont été enfermés dans cette petite pièce. Et sur la porte, on a encore des traces de griffures, en fait, des gars qui ont essayé de forcer la porte. Tout ça a été relevé et permet d'être intégré à la réalité virtuelle. Cette photogrammétrie, elle nous sert de support, en fait, pour l'analyse archéologique. C'est sur ce support qu'on va pouvoir mettre nos objets archéologiques. En gros, ça, c'est la structure ou les structures. Et sur cette structure, on va interroger les objets. Donc les objets, ils sont tous renseignés dans une base de données relationnelle, donc un système informatique avec des fiches où on va renseigner chaque objet. C'est-à-dire que tous les objets qu'on a rencontrés dans la carrière, sans y toucher, on les a relevés en 3 dimensions et on a renseigné plusieurs fiches avec un questionnement sur le type de matériaux. Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est de la porcelaine? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est de l'os? Du type d'objet que c'est, est-ce que c'est un bijou, est-ce que c'est un pinceau, est-ce que c'est ce que vous voulez, quoi. On a comme ça 8000 objets qui ont été renseignés, qu'on peut interroger maintenant au sein de la carrière. Une idée de comment on a fonctionné,
Ici, vous nous voyez au travail, hein, donc le fameux topographe hein, en train de lever en fait, les différents objets archéologiques. Et puis un opérateur hein, sur ordinateur en continu hein, durant toute la journée hein, qui saisit en fait hein, ce qui va être identifié par les archéologues. Hein. Ici, c'est l'archéologue qui renseigne. Ici, c'est le gars qui prend le point. Hein. Ici, c'est le mec qui relève derrière. Et là, vous avez l'ordinateur avec la base de données. Et on va avoir comme ça un dossier documentaire complet qui va renseigner tous les vestiges matériaux, mais aussi encore les biomatériaux. C'est-à-dire que les charbons de bois, les graines, tout ce qu'on a pu croiser a été renseigné comme ça. Et aussi les choses qui ne sont pas en lien avec la carrière, avec l'occupation civile. Par exemple, on a des pelotes de réjection de chouettes. Tout ça a été relevé aussi. Donc ça nous permet de faire ce qu'on appelle en archéologie des interrogations multivariées. Donc je vous montre quelques exemples comme ça, parce que c'est assez rebutant. Et ça nous permet d'interroger tous les mobiliers archéologiques pour faire des interprétations archéologiques. C'est-à-dire que l'archéologue, pour interpréter les lieux, et l'idée qu'on avait sur ce site, c'était d'interpréter les lieux sans faire appel d'abord aux sources historiques, puisque la démarche initiale, c'était essayer de montrer qu'on pouvait créer de la source historique valide avec notre démarche d'archéologue. Donc on s'est dit, on va tout interpréter à l'aveugle, donc on va interpréter les lieux, comment raconter une histoire avec des vestiges archéologiques, comme on le ferait pour la préhistoire, mais avec des vestiges beaucoup plus récents, hein, les monnaies, les fioles, les machins. Et donc on va pratiquer une analyse spatiale des vestiges hein, pour proposer nos interprétations. Je vous montre quelques exemples comme ça, mais j'ai un problème avec l'ordinateur. Toutes les images sont... dès que c'est du vectorisé, ça sort super mal. Mais vous voyez, par exemple, si on interroge sur l'ordinateur tous les objets qui sont en lien avec de la construction des fers à béton, eh ben, on voit très nettement se dessiner avec les fers à béton les emplacements de vie qu'on supposait avec les courbes de niveau. Hein. On est dans le même secteur que tout à l'heure. Hein, et on retrouve ici les cloisonnements hein, qui vont nous permettre de restituer le lieu de passage, le système d'emmarchement hein, et les différents espaces de vie qui sont aussi cloisonnés. Ça nous permet de restituer nos unités d'occupation, hein, celles qu'on voit ici. Les fers à béton, on en a au sol, mais on en a aussi dans les parois qui servent à tenir des étagères, hein, puisqu'ils voilà, sont aménagés des étagères et un peu tout ce qui était possible de faire pour que les objets ne soient pas écrasés au sol. Autre interprétation à l'aveugle, hein, je vous montre que quelques exemples. Hein, les monnaies. Donc on a énormément de monnaies sur le site. Hein, des monnaies qui sont de différentes natures. Des monnaies françaises, parfois en très grande quantité. Hein. Ici, vous en avez 1, 2, 3, 4. Même plus que ça, il y en a 5. Il y en a 2 autres ici. Donc monnaie française en aluminium, hein, très caractéristique de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Vous avez aussi des monnaies alliées, monnaie canadienne, monnaie anglaise, monnaie allemande hein, pour les belligérants. L'emplacement de ces monnaies, la nationalité de ces monnaies va nous renseigner sur les lieux et sur les endroits où était tel type de nationalité. Hein. On sait comme ça où les Canadiens ont stationné. On sait précisément où étaient les Allemands. On a même trouvé un porte-monnaie d'un des Allemands avec une 50aine de monnaies. Hein. Ça va nous permettre aussi de réfléchir sur les lieux de passage, mes fameux cheminements que je vous indiquais, mes routes en fait, qui délimitent les différentes unités d'occupation. En fait, la plupart des monnaies françaises, on est dans le secteur français ici, hein, ont été perdues sur les cheminements, comme on le fait encore actuellement, comme on le fait aussi à l'époque antique. Hein. Quand on fouille un site romain, eh ben, les monnaies, on les trouve sur les voies romaines, on les trouve rarement dans les habitats. On perd les monnaies quand on se promène. Hein. Si on était actuellement, on trouvera aussi des téléphones portables et d'autres joyeusetés. Là, c'est les monnaies qui dominent. Autre interprétation à l'aveugle, hein, ici avec le... Alors, c'est pas la toilette féminine, c'est une erreur ici, c'est tout ce qui est médical. Donc, je vous mets quelques photos hein, de fioles médicales hein, qui viennent de la carrière Saint, qui sont de différentes natures. Ici, vous avez un nécessaire en fait, avec, avec des fioles où vous avez un fil avec une aiguille qui permet de se recoudre. C'est un petit nécessaire pour se soigner rapidement, qui est en lien avec plutôt l'armée canadienne. Hein. Ici, vous avez des fioles qui sont allemandes, ici du matériel français. Les emplacements dans la carrière nous permettent d'interpréter certains sites. Par exemple, on avait une très forte concentration dans ce secteur-là. Hein, et l'interprétation qu'on avait, vous savez, les archéologues, ils ont des interprétations super simples. Hein. Beaucoup de fioles, ça veut dire qu'il y avait un médecin dans le coin. Et en plus, il y avait beaucoup de produits pour la toux. Donc, on s'est dit que c'était un médecin qui était là pendant l'occupation avec les civils et qu'il était là pour soigner en particulier les gens qui étaient malades de la toux. Ça avérait après être exact, hein, mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de se fier qu'aux vestiges dans un premier temps. Autre interprétation à l'aveugle, les toilettes féminines.
tous les objets en lien avec les personnages féminins, hein. Donc les peignes, pardon, qui sont très 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 fréquents. C'est le petit peigne à chignon des années 50, hyper classique, hein. On a plein sur le site, hein. Les objets de parure, hein, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, des vrais nécessaires à toilette. Ici, vous avez un petit miroir, un pot de vernis, vous avez le reste d'un pinceau ici, et ici quelque chose pour se curer les ongles. Ici, vous avez tout le nécessaire pour une petite toilette féminine, hein. Et quand on interroge sur la carrière, eh ben on sait où certains personnages féminins étaient situés. On s'est rendu compte aussi que les miroirs, qui étaient un peu fragiles, étaient tout le temps situés sur les parois, en fait, sur les bords de la carrière. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut interroger. C'est quelques exemples, hein, je ne vais pas trop m'apesantir dessus. C'est pour montrer qu'on peut essayer d'aller interpréter les objets de cette façon-là. Et on peut aussi croiser les interprétations. Par exemple, si on prend les jouets des enfants et qu'on essaie de les faire matcher avec le militaria, les objets militaires, c'est ce que vous avez ici. Il y a deux choses qui ressortent. D'abord, les endroits où les enfants stationnaient le plus. Et ici, on retrouve le secteur où il y avait justement plein de choses en lien avec la médecine, donc où on pensait qu'un médecin avait stationné. Et vous voyez, il y a énormément de jouets d'enfants. Un autre secteur ici, et lorsqu'on le regarde en parallèle avec les objets militaires, une interprétation qu'on avait au début, où on pensait que les objets militaires, on pouvait les lire directement comme étant le passage des militaires, on s'est rendu compte que ces objets militaires, en fait, ils sont systématiquement ou quasiment systématiquement associés à des jouets d'enfants, et qu'en fait, c'est des choses qui ont été soit ramassées en surface, soit données par les Canadiens ou les Anglais aux gamins. C'était des objets un peu précieux, et du coup, on les retrouve avec les jouets dans des petites cachettes, dans des secteurs un peu particuliers. Parfois, ils sont en association directe avec des objets fonctionnels, entre guillemets. Ce pistolet, c'est un pistolet d'enfant, et à côté, on a plein de douilles allemandes qui ont été récupérées par les... Voilà, et donc, du coup, on avait un pistolet d'enfant avec des douilles allemandes, et ça faisait partie du jeu, quoi. On a aussi des éclats d'obus qui ont été ramassés par les gamins, qui étaient dans leur pack de jeux. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes en matière de sociologie. Donc ça, c'était le premier travail, l'interprétation archéologique à l'aveugle. Et dans un deuxième temps, on a décidé de confronter notre récit archéologique à partir de nos vestiges, hein, donc purement archéo, au regard des civils. Donc ça a été un gros problème pour nous, parce que Laurent Dujardin avait déjà interrogé pas mal de civils, mais nous on voulait vraiment qu'il y ait une confrontation directe. Donc on voulait que les civils soient redescendus sur les lieux sur lesquels on travaillait, pour vraiment que le regard du civil soit confronté à l'interprétation archéologique, et qu'on voit la distorsion qu'il y avait entre la lecture, le souvenir et la lecture archéologique. On a pu faire descendre une seule personne qui était suffisamment valide, hein. C'est Madame Yvette Le Timonier, et ça a été toute une histoire d'ailleurs pour la faire descendre, parce qu'il fallait descendre par le fameux tube, là, et qu'elle avait déjà 81 ans. Ça n'a pas été sans créer des grosses émotions au spéléologue, et en particulier à Laurent Dujardin, parce qu'il s'est dit on risque la crise cardiaque ou autre en la faisant descendre. Donc on a récupéré une nacelle, en fait, hein, d'une aile volante qu'on a bidouillée, on l'a fait descendre en nacelle. Mais on est tombé sur un personnage qui est particulier, en fait, qui a plutôt la pêche, qui est même très très péchu. Ça l'a vite saoulé, la nacelle, donc elle est descendue naturellement, elle est même remontée en forçant sur les bras sur l'échelle, hein. Et elle était d'autant plus dopée qu'elle est descendue avec son petit-fils, en fait. Elle voulait montrer à son petit-fils où elle avait vécu en 1944. Donc en tout cas, voilà, l'interprétation archéologique confrontée aux civils, pour nous, ça a été hyper riche d'enseignements, parce qu'on a vraiment pu regarder si on était dans le vrai ou pas, si on commettait des erreurs d'interprétation à partir de l'analyse spatiale. Et donc on a validé certaines de nos hypothèses, d'autres ont été réfutées. On a pu aussi vérifier la distorsion que pouvait avoir un civil, le regard du civil par rapport au lieu, qui est un autre domaine de recherche. Enfin voilà, Attends un petit peu avant de passer à la suivante. Je sais qu'elle arrive, la question. Là, on vient de parler un peu de réalité virtuelle, sur comment on vient mettre des informations qui existent dans un monde qui n'existe pas. Qui s'y connaît déjà en monde virtuel ou a utilisé un peu un casque pour jouer? Levez la main un peu que je vois les joueurs qui ont testé un monde virtuel. C'était quoi le thème? C'était des jeux de guerre? C'était des jeux dans des mondes qui n'existent pas? Des mondes réels? Un site archéologue. Oui, pardon? C'était un site archéologue. Ah oui, mais là, ça triche. Il y a Jean-Marie là qui va passer le micro. Qui avait levé la main tout à l'heure?
Un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord, donc tu as déjà joué à un jeu sur la Seconde Guerre mondiale en monde virtuel. Ouais. D'accord, chouette. Alors du coup, pour ceux qui jouent, donc ça veut dire que ça a déjà été fait, mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, je ne pense pas que ce soit celui de la carrière. Alors, pour ceux qui jouent, justement, vous avez pu voir qu'en fait, c'est très riche, un jeu vidéo. Il faut créer plein de choses. Alors, quand c'est un jeu qui se rapproche de la réalité, il faut être aussi... faut pas dire de bêtises, en tout cas, il faut essayer de se rapprocher le plus près de la réalité. Par contre, quand c'est un monde qui n'existe pas, on peut faire un peu ce qu'on veut. Du coup, on a une petite question à vous poser. Pourquoi, en fait, on a réalisé ce monde virtuel, c'est-à-dire celui de la carrière de Saint à Fleury-sur-Orne? Alors, est-ce que c'est pour protéger les lieux, puisqu'en fait, on va peut-être plus pouvoir y aller dans pas très longtemps, et du coup, ça éviterait en fait d'aller marcher. Ou alors, si on l'a dit tout à l'heure, il faut peut-être prendre des chaussons pour descendre. B, pour conserver la mémoire collective du passé, parce que peut-être que Madame le Timonier, elle ne sera pas éternelle, elle ne pourra plus nous raconter les histoires. C, pour faire participer le public aux recherches. Est-ce qu'on peut poser des questions à des gens qui descendent et leur demander, votre avis, à quoi elle sert cette poupée, qu'est-ce qui s'est passé? Ou D, toutes les réponses en fait. Alors allez-y, en direction de Stéphane pour la feuille. 3, 2, 1. Alors peut-être que Cyril, du coup, tu peux nous dire pendant que la réponse arrive. Alors en fait, c'est un peu toutes les réponses. Je vous ai dit que c'était un lieu qui était en train de se décomposer sur place. Donc il fallait vraiment protéger les lieux. En fait, avec le modèle numérique qu'on a créé, on a une archive complète du site et de tous les vestiges conservés à l'intérieur. Donc c'est la seule archive disponible qu'on a sur une carrière occupée par les civils en 1944. Ça permet justement de conserver la mémoire collective du passé. Et ensuite, on est en train de développer maintenant notre modèle numérique pour faire participer le public aux recherches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, tout à chacun va pouvoir descendre dans la carrière virtuellement et aller explorer les lieux et même proposer des interprétations archéologiques à partir des objets, puisqu'on va pouvoir aller regarder tout dans le détail, se pencher pour voir chaque objet, etc. Autre intérêt de cet outil, c'est qu'on a un outil d'analyse qui nous permet, nous, en fait, archéologues, de revenir sur les lieux sans bousiller le site, sans marcher sur les objets, en ayant le temps qu'on n'a pas eu dans la carrière, puisque je vous disais que le temps était contrôlé. Là, on peut y rester immergé assez longtemps. On peut prendre les mesures, plein de choses, en fait, dans la VR. Donc, ça veut dire que c'est un vrai outil de recherche. Je vous ai dit qu'il y avait un secteur où je ne pouvais pas accéder parce que j'étais trop gros. Ce secteur-là, moi, je l'ai étudié virtuellement. Je me suis immergé dans le modèle numérique. J'ai été repérer mes différents objets. J'ai renseigné ma base de données via le modèle numérique avec les lunettes sur les yeux. Et on a un enregistrement archéologique qui est peut-être avec une légère distorsion par rapport à ce que j'aurais fait si j'avais été directement sur place, mais quand même très, très, très proche de ce que j'aurais fait en étant directement dans les lieux. Dernier intérêt, nous, on veut continuer de confronter nos interprétations au regard des civils. Et Madame le Timonier, par exemple, qu'on avait fait descendre il y a maintenant 4 ans, et maintenant elle a 4 ans de plus. Là, elle ne peut plus descendre. Et donc, on peut la faire revenir par ce biais-là sur le site. On a déjà fait des tests avec elle. Et on compte faire revenir d'autres civils par ce biais-là. Ça va être la seule façon maintenant de visiter le site, puisque le site est complètement fermé. Même nous, archéologues, on n'y retournera pas. Cette année, peut-être encore une fois, mais on n'y retournera plus après, avant au moins 5 ans. Et maintenant, si on y revient, c'est pour d'autres choses. C'est pour vérifier vraiment l'érosion des vestiges, ce que je vous indiquais tout à l'heure. On va s'en servir d'observatoire pour voir comment évoluent les différentes boîtes de conserve, les objets en bois, etc. Et comment tout ça se décompose en milieu confiné. Je peux vous présenter juste une toute petite démo de la visite virtuelle. Je ne sais pas si je peux la choper d'ici. Si, c'est bon. Donc ça, c'est le modèle tel qu'il est conçu actuellement. Donc il est loin d'être fini. L'habillage n'est pas encore fait. Donc on voit, là, on est en train de descendre par le fameux tube. On arrive dans la brasserie Saint. Donc c'est pareil, il y a le problème de luminosité avec le vidéoprojecteur. Normalement, on voit un peu mieux que ça, mais on arrive dans la brasserie. On peut interroger des endroits maintenant. Donc voilà, on clique sur des secteurs d'intérêt qui développent du texte, des histoires. Après, il y aura des films, il y aura des sons intégrés. On est en train de le faire actuellement. Donc là, on voit rien en fait. On voit mieux sur l'écran qu'elle a.
Donc là, on accède dans la carrière, on circule à l'intérieur. On verra mieux quand on sera sur les photogrammétries. Là, on est dans les secteurs qui sont uniquement modélisés en modèle numérique. Quand on est dedans, on voit mieux, hein, je vous assure. Ah ouais, peut-être que sur l'écran, vous verrez mieux là-bas, du coup. Pas mieux? Non. Donc on a inclus quelques personnages à l'intérieur qui nous permettent d'avoir une échelle, en fait, d'avoir une dimension pour que les gens s'y retrouvent. Donc là, on arrive au niveau de la carrière B, donc on peut interroger la carrière B et savoir à quoi elle servait. Et là, on tourne vers le secteur qui est le mieux conservé, hein. Donc vous voyez, c'est un peu plus lumineux parce qu'on arrive sur la photogrammétrie. Et là, on arrive directement sur le lieu de la carrière, celui qu'on a étudié en détail, où on va retrouver les différentes unités d'occupation, les différents endroits un peu privilégiés. On va pouvoir se pencher pour aller observer les différents objets, hein. Donc l'image est vraiment pourrie, je suis désolé. Mais en fait, on voit les briques, etc. Ça sera présenté à la fête de la science. Pour ceux qui voudront voir en vrai, ils pourront s'immerger eux-mêmes, hein. Mais enfin, voilà, on peut aller maintenant visiter la carrière par ce biais-là. Les objets sont aussi renseignés dans la carrière, c'est-à-dire qu'on peut aller s'approcher des objets, appuyer dessus, et il y a une photo de l'objet qui va se développer à côté, avec des renseignements sur l'objet, ce qui va permettre aux visiteurs de proposer des interprétations archéologiques comme nous on l'a fait. C'est-à-dire que sur une des unités d'occupation, les fameuses UO, là, un visiteur va pouvoir arriver, dire appuyer sur une boîte de conserve, appuyer sur un os, etc. Et dire là, je pense que je suis plutôt sur une unité d'habitation, ou je suis plutôt sur un cheminement, etc., etc. Et proposer sa propre interprétation. Interprétation qu'on espère nous garder en fait en mémoire dans le modèle numérique. On a un petit problème d'articulation encore avec le fichier pour saisir tout ça, pour avoir justement un autre axe de recherche qu'on n'avait pas développé pour l'instant, qui est l'interprétation archéologique faite par un non-archéologue, hein, sur un site archéologique, qui est quand même assez facile à comprendre normalement, parce que c'est des objets du quotidien. Voilà. Du coup, je vais vous demander encore quelques petites minutes d'attention. Il nous reste... en fait, on voulait aussi vous présenter. Alors, j'ai beaucoup parlé de Donfront. Ils se sont dit, oh là là, ça commence à monter le stress. Et en fait, là, les chercheurs, vous voyez, en fait, ils ont fait un travail de fourmi. Ils n'ont pas fini encore finalement. Il y a encore plein d'hypothèses à vérifier, on va dire. Et même, on peut encore même demander au public de venir confirmer, de venir les aider. Et c'est pas les seuls à travailler justement sur de la modélisation 3D, puisque du coup, le lycée Auguste Chevalier à Donfront travaille aussi sur de la modélisation 3D, mais cette fois-ci pour le donjon du château, qui n'existe pas. Et ils se sont dit, tiens, et si on pouvait le mettre en volume. Et ils travaillent d'ailleurs avec Cyril, donc je vais te demander de venir me rejoindre là, Cyril. Et en attendant, les jeunes, allez, c'est à vous, en place. On les encourage un petit peu pour leur donner du courage. Du coup, il y en a un à l'écran. Ah, bah, c'est pour pas qu'on voit. Oui, vas-y. Qui c'est qui prend la parole? C'est moi, ouais. Alors, nous allons parler du patrimoine donfrontais et plus communément plutôt le donjon de Donfront. Alors, le donjon de Donfront a été construit par Guillaume Blême vers 1010-1020. Il a hébergé pas mal de personnages importants de l'histoire, comme Guillaume le Conquérant ou Aliénor d'Aquitaine. Donc, il faut savoir que le château de Donfront avait beaucoup d'atouts au niveau stratégique, parce qu'il était situé en hauteur et donc il y avait une très bonne vue sur les ennemis, et aussi parce qu'il était à la frontière de régions comme la Bretagne. C'est donc pour ça que pendant la guerre de 100 ans, Henri IV a ordonné la destruction du château pour éviter une réoccupation anglaise. Donc le château de Donfront a été détruit, et notre objectif, notre projet, c'est de montrer à quoi ressemblait le donjon du château de Donfront avant sa destruction. Donc nous, on a essayé de créer une modélisation 3D du château avant qu'il soit détruit. Donc d'abord, on s'est servi des façades encore intactes pour voir quelle hauteur ça faisait et ainsi créer une échelle. Et on s'est servi aussi des vestiges qui restaient pour pouvoir créer une base. Du coup, on est parti sur une base carrée. On a créé un toit arrondi pour que l'eau de la pluie puisse s'écouler. Et enfin, on a créé des poutres au niveau des trous qui étaient sur la façade à l'intérieur. Nous avons accueilli des archéologues pour qu'ils puissent nous aider à mieux finaliser notre projet. Ils nous ont montré comment bien mesurer un monument. Ensuite, grâce à eux, nous avons découvert que la porte se trouvait côté ouest,
alors que nous pensions que c'était une fenêtre. La porte se situe au premier étage pour filtrer les inconnus. Grâce aux fondations archéologiques, nous avons découvert que nous avons estimé les mesures trop basses alors que le château était plus grand. Signe que Guillaume de Bellême était puissant au sein de la Normandie, comme le montre la taille du château. Là, c'est une photo du donjon qui reste. Et ça, c'est la reproduction 3D, donc une première impression du premier prototype qu'on a créé. Ça, c'est l'intérieur de la carrière que certains ont pu visiter en sortie. Un dernier mot? Est-ce que vous avez des questions sur leur projet? Non? Donc voilà un petit peu ce qui se passe à Domfront. Voilà comment en fait des jeunes lycéens peuvent aussi travailler en partenariat avec les chercheurs sur une problématique juste à côté, puisqu'il y a 10 minutes à pied du lycée au château, enfin au donjon, qui n'existe pas. Donc je voulais déjà, pareil, je reprends 30 secondes de votre attention. Je vous remercie d'avoir pu présenter votre projet. Ils se sont préparés que ce matin, donc c'était quand même balèze, je trouve, d'avoir présenté en si peu de temps. Je remercie également Cyril Marcini de nous avoir fait découvrir cette archéologie. Alors, Cyril l'a dit tout à l'heure, mais si vous voulez retrouver ce monde virtuel et vous balader à l'intérieur, il sera présent à la Fête de la Science, donc en octobre 2019, sur Caen. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion, sinon à peut-être d'autres moments. Et puis surtout, cette rencontre, elle a été filmée, donc elle sera retransmise sur YouTube, sur la chaîne du Dôme, et vous pourrez retrouver les autres. Donc merci à tous et à bientôt.